On passe tout de suite à la deuxième section de désertion spéciale. Spéciale cause animale, les dingueries de la chasse, on en a pas mal. Et donc on commence avec la balle perdue d'un chasseur, troue la baie vitrée alors que la famille est dans le salon. Dimanche 19 novembre, en fin de matinée près de Dieppe, une balle s'est encastrée dans la baie vitrée de la maison d'une famille. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. On va voir comment ça finit, je vous tiendrai au courant ici. Tir au ricochet, en fin de matinée, le résultat est le même. Dimanche 19, alors que des tirs de chasseurs retentissaient dans le voisinage, une famille d'Intraville, près de Dieppe, en Seine-Maritime, a été surprise par l'impact d'une balle dans la baie vitrée de son salon. Le plomb s'est logé dans le double vitrage de la fenêtre. Je pense pas que ce soit le plomb. Ça m'étonnerait que ce soit un plomb. Quand quelqu'un tire des plombs, ça tire comme ça, plein de plombs en même temps en fait. Peut-être que c'est la balle. Surtout si ça a traversé un double vitrage, je pense pas que ce soit un plomb. Mais voilà. Les gendarmes du Tréport ont été saisis de l'affaire. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Depuis dimanche, ils enquêtent avec l'OFB, un organisme spécialisé dans la réglementation de la chasse, dont l'administration est remplie de différents chasseurs, notamment pour savoir si toutes les consignes de sécurité ont été respectées par les chasseurs. C'est évident que non, ou alors, si c'est le cas, il faut changer les règles de sécurité. Plusieurs détonations entendues. D'après les premières auditions, au moins 2 détonations ont été entendues par la famille avant l'impact. Les investigations sont encore en cours. Une procédure judiciaire a été lancée pour mise en danger de la vie d'autrui. La famille, elle, a été reçue par le maire de la commune ce mardi matin. Ce n'est pas la première fois que ce type d'accident se produit dans la région. Tu m'étonnes, un septuagénaire avait été blessé au bras par un tir sur le seuil de sa porte à Montreuil-l'Argilais en janvier. Une semaine plus tard, c'est un automobiliste de Quévillon qui a failli recevoir la balle d'un chasseur après qu'il a explosé la vitre de sa voiture. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est gratiné. Il y a eu une nouvelle loi qui a été mise en place par le gouvernement, là, ça rend plus strict la déclaration des armes par les chasseurs. C'est-à-dire que, je l'ai appris, d'accord, mais il y avait plein d'armes qui n'étaient pas déclarées en France. Je crois qu'il y a 1 million de chasseurs déclarés, et il y a des armes de chasse, il y en a peut-être 5 millions. Le gouvernement a demandé aux chasseurs de quand même déclarer cet armement publiquement pour pouvoir savoir qui est armé dans ce pays, qui va créer des milices fascistes par exemple, ou alors qui va s'en servir pour tuer sa femme, ou tout simplement si un mec fait une dinguerie de chasse, on saura qu'on peut lui retirer. Qu'est-ce que vous répondez aux chasseurs qui se disent en fait c'est le SIA pour nous fliquer et pour potentiellement demain retirer nos armes si on fait quelque chose qui va à l'encontre de nos droits. Tu m'as trahi, toi et moi on était frères. Et à chaque fois qu'il y a une loi pour resserrer la réglementation de la chasse, ils leur font un cadeau en échange. Et là, vous allez rigoler. On va ouvrir également la possibilité aux buralistes, et ça intéresse nos concitoyens en ruralité, de vendre des cartouches de chasse. Ils en vendaient il y a une trentaine d'années. À partir du 1er janvier, ils pourront s'adosser à un armurier. Et donc ils vont vendre des bastos dans les bars tabac, dans les troquets. On a rencontré la Fédération nationale des buralistes qui s'est montrée extrêmement intéressée. Et en fait ils proposent ça en mode geste des pouvoirs publics pour la ruralité oubliée, pour la France périphérique. Quand il faut faire 60-70 km pour aller acheter chez ces cartouches, ça oblige à en acheter beaucoup parce qu'on va peut-être pas les faire tous les week-ends. Donc on en stocker beaucoup, ce qui n'est pas forcément en termes de sécurité très, très optimal. Donc on va rapprocher finalement. Moi qui tiens une émission sur les accidents de chasse absolument toutes les semaines, ça me paraît une excellente idée de rapprocher le Ricard du Remington, tu vois. Au moins, c'est quand même plus pratique. Qu'est-ce que c'est que ce pays de dingue? Musique de pays de dingue. Quand on a trop de mal, quand des assos galèrent pendant des années, doivent faire des dossiers extraordinaires pour, genre, sauver 3 chatons, mais là, par contre, distribuer des bastos dans les bars tabac, qui vont être braquables à souhait, hein. Et là je parle pas de moralité du truc, hein. Là je parle plus de la démonstration de entre quelles mains est le pouvoir. Là je dis c'est les dommages collatéraux de cette décision débile. J'avais oublié le lobby des buralistes qui se plaignent à chaque fois que l'État taxe trop le tabac, que l'État taxe trop l'alcool. Mais les buralistes sont-ils pas les pires démons de cette société? Parce que c'est eux qui engrainent les gens à se tuer à tout type de cancer. Et maintenant ils vont en plus vendre des munitions. Genre d'ici 10 ans ils pourront aussi vendre les armes, hein. Je veux dire, c'est quoi la limite? Allez, on passe à la suite, c'est pas fini les incidents de chasse, d'accord? Là on est sur du CNews, attention. Si même CNews dénonce, c'est qu'on est mal. Heure, je laisse la musique. Un groupe de chasseurs tire sur des chevreuils à quelques mètres d'un parc pour enfants. Une enquête ouverte, et attendez, c'est pire que ça. À la veille, un groupe de braconniers, on va voir plus tard qu'en fait c'est synonyme de chasseurs, c'est-à-dire que c'est les mêmes gens, tu vois. Quand ils respectent la loi,
on les appelle chasseurs, et quand ils tirent un petit peu plus à gauche, on les appelle braconniers. Un groupe de braconniers a tiré sur des chevreuils dans un champ, qui se trouvait à quelques mètres d'une aire de jeu pour enfants. Une scène qui a traumatisé les bambins, mettant également leur vie en danger. Une enquête a été ouverte. Les faits se sont déroulés le 17 septembre dernier, donc on le sait un petit peu tard. Soit jour d'ouverture de la chasse. Ce jour-là, en fin de journée, donc pour l'instant, rien ne dit que c'est une chasse illégale, je sais pas pourquoi ils disent braconnier. Une famille composée d'une femme, d'un homme, une famille comme l'aime CNews en fait, jusque-là. De ses 2 sœurs et enfants, âgés de 2 à 6 ans, a décidé de passer du bon temps au parc de la Vieille Lyre dans l'Eure. J'aime bien comment ça raconter de manière romantique. Au même moment, un groupe de plusieurs individus armés s'installait en haut d'une colline et s'était mis en rang pour tirer des canards. Les chasseurs ont décidé d'ouvrir le feu parce que les animaux s'apprêtaient à prendre leur envol. Jusque-là, ça me paraît normal, enfin ça me paraît dégueulasse, mais ça me paraît la société actuelle. Tant et si bien que des volatiles ont terminé leur course près de l'aire de jeu de la commune, où se trouvait la petite famille. Et là, ils parlent des plombs, les gens. Ceux qui allaient dans les branches tombaient à nos pieds, ça n'arrêtait pas. Mais si c'est dans l'œil d'un enfant de 3 ans, c'est une catastrophe, a expliqué le père de famille à nos confrères. Impressionnés par le bruit des plombs, les jeunes enfants ont même cru qu'il s'agissait d'un feu d'artifice. Mais les chasseurs ne sont pas contentés de tirer les canards, c'est là où ça devient dingue. En effet, 2 chevreuils, apeurés par les tirs à répétition, sont sortis d'une haie. Les braconniers ont alors envoyé leurs chiens, leur poursuite. Mais qu'est-ce que c'est que ces gars? Le tout en chargeant leurs fusils à balles, ont précisé nos confrères du Réveil Normand. Ils ont fini par abattre les chevreuils à moins de 10 mètres de la famille, devant les yeux des enfants. Cette histoire commençait atrocement, et elle finit vraiment, elle dépasse tout. Je te disais Stéphane, le ciel est la limite pour eux. Le ciel n'est même pas la limite parce qu'ils tirent dans le ciel. Excédé par le comportement des chasseurs, le père de famille, qu'est-ce qu'il va faire? A décidé de les alerter sur leur pratique. Attention, je pense qu'ils avaient bien besoin d'être alertés. Et a demandé à parler au chef de chasse, sans succès. Je comprends vite que je suis face à des gars qui n'en ont rien à foutre. Ils sont au-dessus des règles, a-t-il déploré. Après quelques minutes et précisément à la vue d'une voiture des autorités, les chasseurs ont pris la fuite, laissant les enfants traumatisés par ce qu'ils venaient de voir. La tête haute, menottée dans le monde est haut. Une enquête a été ouverte pour tenter d'en savoir plus sur les infractions relevées lors de cette partie de chasse. Comment je différencie un braconnier d'un chasseur? C'est très difficile. C'est les mêmes gens, juste c'est un autre jour, tu vois. Genre le mec le samedi est chasseur, le dimanche il est braconnier. Parce qu'en fait il faut avoir des armes de chasse et tout pour être braconnier, tu vois. Donc c'est la même population, c'est les mêmes personnes. C'est un peu la même différence qu'entre corsaire et pirate d'une certaine façon. Avaretz, c'est méga absolument sûr. Ava France, c'est mon assaut, c'est mon bébé, j'en suis très fier. Et cette fois-ci, on a sorti cette histoire, mais de malade, d'accord? Chasse à court, le cerf passe sous les roues d'un train. Mardi 31 octobre, l'équipage du Baron d'Eyers traque un cerf jusque sous les roues du Paris-Lan. Un nouveau carnage détaillé entre elles. Je vous mets la vidéo et quand c'est de la charpie, je zappe, ok? Parce que là c'est la version Twitter, c'est pas flouté. Ce mardi 31 octobre, il y avait la chasse à court du Baron d'Eyers. Vous savez, Monsieur le Baron! Et comme d'habitude, nous avions des sympathisants pour les surveiller. Vers 13h, nous entendons des aboiements dans une parcelle à quelques centaines de mètres de Villers-Cotterêts, au bord de la départementale 231 et la voie ferrée en contrebas. La raison pour laquelle nos gars étaient là, et était particulièrement aux aguets, c'est parce que la chasse à court du Baron d'Eyers fout principalement le bordel sur les routes, ok, mais aussi dans les villages. Et donc évidemment, dès qu'un équipage de chasse à court déborde dans un village et viole une loi, évidemment, là on peut les coincer. Là c'est un parfait moment pour arrêter la chasse et sauver les animaux qui sont traqués. Et là ils étaient vraiment, comme vous voyez, là c'est écrit très à côté, ils étaient à genre 200 mètres de Villers-Cotterêts. Donc ils s'attendaient plutôt à un incident dans Villers-Cotterêts et il y avait des havas qui étaient postés à l'entrée de Villers en fait. Ils s'attendaient pas à un carnage sur la voie ferrée. Et la stupeur, ils remballent en 4e vitesse. Alors qu'il était 13h. Normalement, ils ont le droit de chasser jusqu'à 1 heure après la tombée de la nuit, ces mecs. Allez, ils les ont fait tous entrer, on arrête. Notre attention se porte tout de suite sur la voie ferrée, où par le passé, ils ont eu l'habitude de chasser. Il y a des chiens sur la voie ferrée! Sur la voie ferrée, non. Ils sont malades. Et ils s'en foutent. Pour eux, ça fait partie de leur domaine de chasse. Ils chassent dessus, sur les routes, sur les voies ferrées. Ils s'en foutent complètement. Effectivement, quand un témoin s'approche de la voie ferrée, l'horreur. Audio description, une oreille de cerf, des bois de cerf, du cerf éparpillé partout. Un morceau de cerf là sur les voies, un autre morceau de cerf, une patte de cerf, un bois de cerf, explosé. Tombez là, en face, sur la voie.
La traque, la chute de 15 mètres sur la voie ferrée, le train qui finit le travail. Aucune chance a été laissée à ce pauvre animal qui n'avait rien demandé à personne. Pensons enfin au bien-être animal et à notre forêt. Bruno le GOAT, et effectivement, il est tout chance monsieur, ouais, parce qu'en fait, il était là, il a vu l'horreur, et en fait, il est avec la chasse à courre tout le temps, et il se fait agresser pour essayer de sauver des animaux. Bruno, c'est un héros, d'accord, c'est un héros, genre il passe plusieurs jours par semaine à suivre, à passer des heures entières avec ses ordures de la chasse à courre, du baron d'Eyers et ses larbins, par engagement pour les animaux, quoi. C'est un héros des temps modernes. Et c'est pour ça que je fais un stream spécial cause animale. C'est pas juste pour le loup de la semaine. C'est que c'est un engagement avec lequel tu peux pas négocier. Quand t'es parti là-dedans, tu défriches toute l'horreur de ce monde et t'es parti pour la révolution, quoi. Petit flashback, bon départ à la chasse à courre, une vidéo d'Avaretz. C'était la dernière chasse de la saison dernière, je crois. Ok, mais je suis fait cravacher par ce gars là. L'arrêt municipal de Puisainray, c'est une nouvelle fois violée, ils n'ont pas le droit de traverser la ville, mais bon. Malgré les 2 chiens écrasés, l'équipage occupe encore la ligne Paris-Land. Il redescend sur la route le cerf. Le piqueux qui essaie de ramener tous les chiens dessus. Parce qu'évidemment, c'est pas les chiens qui chassent tout seuls, hein. C'est les gens qui les amènent artificiellement partout là où ils ont vu le cerf. Et ils sont une centaine pour se donner des tuyaux les uns les autres, évidemment. Là, ils essaient de voler la caméra à notre poteau. Jeff, du loulou de la semaine, c'est lui là-bas, à droite, là, on le reconnaît, il est habillé pareil. Il tag sa bagnole, il colle des affiches dessus. Pendant ce temps, le cerf a été tué contre une maison. Ah, en fait, c'est vrai, ils ont agressé le militant pour gagner du temps pendant qu'ils charcutaient le cerf contre la maison de quelqu'un à Fleury, je crois, ou à Puiseux. Le cerf était acculé contre le grillage de cette propriété de Fleury. Et là, on en vient au truc de Stéphane de tout à l'heure. Lors du procès concernant la chasse à courre en gare de Chantilly. Ça fait peut-être 2 ans, ils avaient traqué un cerf jusque dans la gare, dans les trains. Ils menaçaient les gens sur les quais pour pas qu'ils filment. Bref, une histoire de fou. C'est passé en procès. Tous les trains de l'après-midi jusqu'à 18h ont été annulés, tu vois, à cause de ces cons. Et en fait, on a réalisé que la SNCF, une fois au procès, ils étaient partie civile, ils ont demandé qu'un dédommagement de 150 €. Un arrangement avait visiblement été signé en amont avec l'équipage. Question d'habitude peut-être, tellement ils ont à faire ensemble. En fait, ils ont retiré leur plainte et ils ont préféré la jouer à l'amiable avec eux, évidemment. Et en fait, à chaque fois qu'on appelle la SNCF, quand il y a un incident comme ça, où genre des chiens sont écrasés, où les mecs sont sur l'équipage, ils endorment l'affaire, ils ne répondent pas à nous, les éco-terroristes, évidemment. Évidemment. Les éco-terroristes qui, en fait, sont tous les habitants des campagnes françaises.